Alors Dominique Albertini, spécialiste de l'extrême droite à Libération, auteur avec David Doucet d'une histoire du Front National en 2013 et plus récemment de la fachosphère, que vous trouverez d'ailleurs en vente sur la table de presse à l'entrée. Donc la fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net, nous parlera de la critique des médias par l'extrême droite. Bonjour. On me demande donc de parler de la critique des médias telle que la conçoit et que l'amène l'extrême droite. Et c'est un domaine qui est très riche puisque c'est l'activité principale d'une bonne partie de cette extrême droite, celle qui se concentre non pas sur le combat électoral, comme le fait par exemple le Front National, mais sur ce qu'elle voit comme une bataille culturelle. Et pour cette bataille, Internet est un terrain privilégié. Les rapports compliqués entre l'extrême droite et les médias ne sont pas nouveaux, on pourrait les faire remonter très loin, et je dirais qu'ils se mènent sur deux plans. Il y a d'abord des revendications qui sont faites à l'intérieur du système médiatique tel qu'il existe. Il s'agit pour l'extrême droite, pour ceux qui la représentent, et notamment sur le plan électoral, d'avoir dans le système tel qu'il est aujourd'hui plus de visibilité et un traitement plus équitable, puisque la charnière des rapports entre extrême droite et médias, c'est la dénonciation d'un traitement qui serait soit insuffisant en termes de quantité, soit insatisfaisant en termes de qualité. Donc il y a un très vieux combat de la part du Front National principalement pour acquérir dans les médias plus de visibilité et être traité comme les autres. On pourrait remonter très loin. Il y a une date en particulier qui me paraît intéressante, c'est en 1982. Le Front National n'est alors pas grand-chose de plus qu'un groupuscule, mais son président Jean-Marie Le Pen adresse une lettre au président de la République François Mitterrand pour se plaindre que le congrès du Front National n'ait pas fait l'objet de reportages sur la chaîne publique qui est alors TF1. Et François Mitterrand répondra à cette lettre en disant que c'est effectivement anormal, et on verra pour la première fois ou presque Jean-Marie Le Pen au journal télévisé de TF1 quelques jours plus tard. Voilà. Et donc cette revendication, elle se poursuit aujourd'hui. Le problème n'est plus tant pour le Front National celui de la quantité, même s'il se plaint encore d'être invité selon lui moins que les autres, c'est surtout le mode de traitement qu'il dénonce très régulièrement, et ça conduit à des rapports entre le Front National, ses représentants et les médias, à des rapports qui tiennent d'abord du rapport de force, de l'hostilité. Voilà. Donc ça c'est le premier plan. Il y a un deuxième plan qui est celui plus fondamentalement de la critique radicale du système des médias, où il s'agit non pas d'avoir plus et mieux de la part des grands médias, mais de détruire la crédibilité des médias mainstream et éventuellement de les remplacer par d'autres médias qui reflèteraient, eux, les idées et les combats de l'extrême droite. Et là, on est sur autre chose. Et peut-être pour bien le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière, à une époque qui est la charnière entre la fin des années 60 et le début des années 70. C'est une époque où l'extrême droite est, en termes électoraux, mais aussi en termes intellectuels, de doctrine bas, très bas. Voilà. On est dans la période post-guerre d'Algérie, dans une période où le Front National n'existe pas encore, sera bientôt créé, mais n'existera qu'à l'état de groupuscule encore une fois. Et puis un état aussi où la pensée d'extrême droite ne s'est pas renouvelée, et finalement l'extrême droite à cette époque-là repose beaucoup plus sur l'action de terrain musclée que sur la production d'idées nouvelles et de nouvelles façons de lire le monde. Et à partir de là, il va y avoir deux grandes tendances qui vont se dégager. La première, ça va être des gens qui vont tenter de relancer l'extrême droite sur le terrain électoral. Ce sera la création du Front National autour de Jean-Marie Le Pen, qui mettra des années avant d'atteindre des niveaux électoraux corrects. Et vous allez avoir un deuxième groupe assez hétéroclite, mais qui va regrouper des gens qui vont se dire que la solution, ce n'est peut-être pas le combat électoral. Voilà, que finalement, le vrai problème de cette famille politique, c'est avant tout de ne pas avoir su renouveler sa façon de penser et d'être resté inacceptable par beaucoup trop de gens pour espérer un jour prendre le pouvoir. Et donc on va avoir tout un tas de gens qui vont ramener la bataille, la sortir du terrain purement électoral et la mettre sur le terrain intellectuel et culturel. Ce sont des gens qui vont dire que la première chose à faire pour l'extrême droite, avant de se présenter aux élections, c'est d'essayer d'influer sur la façon dont le public voit le monde,
sur la culture finalement, pour essayer de la rapprocher le plus possible d'une vision du monde d'extrême droite. Et ce sont des gens qui, par exemple, vont redécouvrir un auteur qui est au départ un communiste italien, qui est Antonio Gramsci, et qui vont n'en retenir que peu de choses, mais avant tout que pour qui veut prendre le pouvoir, il faut d'abord gagner la bataille des idées. Et donc ce sont des gens qui, avec cette idée en tête, vont essayer de produire une nouvelle grille de lecture qui reposerait sur les fondamentaux de la pensée d'extrême droite et avant tout sur un rejet de toutes les idées égalitaires et sur une survalorisation de la différence et des hiérarchies, et qui vont essayer à partir de ça de diffuser, d'irriguer, encore une fois, non pas directement dans le combat électoral, mais dans le champ de la culture. Et donc, ça va nous conduire à tout un tas d'expérimentations de leur part. On va par exemple en retrouver certains représentants du courant dit de la nouvelle droite au sein du Figaro Magazine dans les années 70. Ils en prendront même brièvement la direction. On va évidemment les retrouver dans tout un tas de productions théoriques. Et puis, ils vont investir un champ qui est le champ des médias et de leur critique. L'idée étant que s'il y a bien quelque chose, selon eux, qui détermine la vision du monde du public, c'est avant tout l'image que leur en renvoient les médias. Or, pour l'extrême droite, les médias conditionnent le public à une vision du monde fondamentalement incompatible avec les idées de cette famille politique. Et donc l'idée, ça va être de critiquer, de déconstruire le discours médiatique pour saper la confiance du public dans les médias et le rendre plus perméable, plus ouvert à un contre-discours qui est le contre-discours de l'extrême droite dans toute sa diversité. J'utilise ce terme générique toujours en gardant en tête que derrière ce mot, il y a toute une série de familles, de chapelles qui ne s'entendent pas toujours entre elles, qui pour certaines ne pourraient sans doute pas travailler ensemble, mais qui partagent, et c'est peut-être le plus important, des adversaires communs, et notamment donc les médias. Donc ça, c'est quelque chose que va lancer ce courant que j'ai désigné, la nouvelle droite, il y a maintenant quelques décennies, et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, et qui atteint aujourd'hui des degrés de visibilité, d'organisation et je pense d'audience qui sont assez inédits. C'est-à-dire que hors de la machine électorale que représente le Front National, à la marge de cet objet, il y a tout un tas de groupes, d'individus, d'organisations qui ont fait de la critique des médias, de la réflexion sur les médias et de la propagande antimédiatique leur combat principal, parce qu'ils pensent que c'est par ce biais-là qu'ils pourront le plus efficacement imposer leur vision du monde. Il y a tout un tas d'acteurs qu'il faudrait pouvoir mentionner. Dans le livre La fachosphère, on s'arrête sur l'un d'entre eux, parce qu'il nous semble et le plus actif et le plus représentatif, qui est Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un qui a été une figure importante de ce courant de la nouvelle droite, qui est passé par le Front National, qui l'a quitté à la fin des années 1990, et qui depuis se dédie précisément à ce combat culturel dont je vous parlais. C'est quelqu'un qui considère que la bataille des urnes, pourquoi pas, mais qu'on peut sous-traiter ça au Front National qui fait ça très bien, mais que le plus important est de préparer le terrain à une possible victoire de ce parti, justement en détruisant tout ce qui pourrait culturellement s'opposer au discours frontiste, et notamment le contre-discours que lui opposent parfois les médias. Donc Jean-Yves Le Gallou, c'est quelqu'un qui est à la tête de la fondation Polémia, qui est un think tank identitaire d'extrême droite, et c'est quelqu'un qui est également à l'origine d'une cérémonie qui s'appelle les Bobards d'Or, qui est une cérémonie annuelle qui a lieu chaque année depuis 2010 et qui est une sorte de parodie des Oscars où il s'agit de décerner des récompenses aux médias censés avoir raconté le plus de bobards, le plus de mensonges, le plus souvent sur les sujets de l'islam, de l'immigration. Alors il peut s'agir parfois de véritables erreurs factuelles, il peut s'agir parfois d'interprétations qui n'ont pas plu à Jean-Yves Le Gallou ou à ses amis et qu'il s'agit de dénoncer. Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un qui essaie de théoriser cette opposition aux médias. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il le fait en reprenant des éléments de discours, des arguments qui pourraient être ceux de la gauche. On a vu à quel point la figure d'Antonio Gramsci avait été, par certains aspects, récupérée par ce camp. Et donc c'est par exemple quelqu'un, Jean-Yves Le Gallou, qui dit qu'un journaliste de Libération, c'est un porte-plume de la banque Rothschild, de Drahi aujourd'hui j'imagine. Un journaliste du Monde, c'est un porte-flingue de la banque Lazare.
Alors, avec un discours comme ça, on est presque pas loin d'une lecture marxiste où il y aurait en quelque sorte infrastructure, superstructure, et où la ligne d'un journal serait d'abord et avant tout celle de son actionnaire. Et évidemment, c'est un discours qui débouche sur d'autres conclusions, et toujours selon les mots de Jean-Yves Le Gallou, les primitifs de l'extrême gauche et le grand capital se sont alliés pour détruire les nations et les traditions. Donc la conclusion de ce discours, ça n'est pas seulement une dénonciation du grand patronat des actionnaires, mais c'est également la dénonciation de l'alliance qui aurait lieu entre ce grand capital et entre un discours d'extrême gauche, hein, c'est le mot qu'il utilise, et dont l'adversaire véritable serait voilà, les autochtones, les populations enracinées, et dont le but serait de promouvoir la dissolution des frontières, des cultures nationales et le métissage généralisé. Voilà, en quelque sorte, le discours qu'il nous propose. Et c'est un discours qui aujourd'hui trouve bien des relais. Il est évidemment repris le plus souvent sur le mode de l'invective, sur les réseaux sociaux par de nombreux militants, anonymes ou pas, mais qui viennent directement s'adresser à nous, journalistes, voilà, parfois avec des néologismes assez fleuris. On entend beaucoup parler de Merdia et de Journalop. C'est un discours qui est aussi théorisé de manière un peu plus fine par des gens comme Jean-Yves Le Gallou, qui a par exemple prononcé en 2010 un discours qui, dans la mouvance, a fait date, qui était intitulé un peu pompeusement « 17 thèses sur le système médiatique français », et où on apprenait que les médias, aux mains de grands oligarques, ne donnent pas le point de vue du peuple, mais défendent les intérêts de la superclasse mondiale. Voilà. Il y a également parmi les outils au service de cette rhétorique un site qui s'appelle Logim, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ça veut dire Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, si je ne me trompe pas, je vérifierai, qui est un site qui est dirigé par un ancien membre du GRES. Le GRES, c'est l'une des composantes de la Nouvelle Droite, Claude Cholet, et qui est un site qui se dédie à la critique des médias, qui est d'ailleurs assez bien fait, d'allure assez plaisante, avec de très nombreux portraits de journalistes, avec des infographies sur l'actionnariat des journaux, avec des petites brèves qui traitent de l'actualité des médias. Et il faut y passer un peu de temps et lire quelques contenus pour se rendre compte qu'en fait, c'est un site dont le ton général, dont les arguments, dont le vocabulaire est celui de l'extrême droite identitaire. Et que selon ce que nous a raconté l'un des anciens contributeurs de ce site, il s'agit moins de se livrer à une critique constructive des médias que de saper toute confiance dans les médias pour détruire leur légitimité aux yeux du public et laisser encore une fois le champ libre à un contre-discours d'extrême droite. Il y a cette critique des médias qui existe, et ce qui est encore plus significatif, c'est la volonté, une fois qu'on a sapé les médias mainstream, de leur substituer des médias de remplacement qui sont principalement en ligne et qui sont, là aussi, entièrement dédiés à la promotion du discours d'extrême droite. Donc on a un certain nombre d'initiatives dont les noms vous sont certainement connus. L'une qui me semble particulièrement intéressante, c'est celle de TV Liberté. TV Liberté est une télévision en ligne qui a toutes les apparences d'un véritable média. Ils disposent de vrais locaux, de vrais matériels. Ils font des JT où les présentateurs, sur un plateau qui ressemble furieusement à celui d'une chaîne d'information, commandent des images soit reprises des télés traditionnelles, soit filmées par leurs salariés. C'est une chaîne qui a été fondée par d'anciens membres du Front National, qui invite régulièrement des représentants de ce parti ou d'autres partis de la droite radicale, et qui, avec beaucoup plus de moyens que les sites habituels de la fachosphère, est ce qui se rapproche le plus de ce que pourrait être un vrai média, entre guillemets, mais issu seulement d'Internet et créé par d'anciens militants politiques. Voilà. Donc, pour résumer brièvement, voilà un très vieux combat de l'extrême droite que celui de l'opposition contre les médias, un combat qui est renouvelé depuis quelques décennies par l'accent mis sur le combat culturel, par opposition au seul combat électoral, un combat dans lequel l'extrême droite a repris des arguments, des grilles de lecture venus de la gauche, mais pour les mettre au service de ses propres finalités, de ses propres analyses, un combat qui, grâce à Internet, voilà, s'est affranchi de bien des soucis, notamment évidemment celui des moyens, puisque ça coûte beaucoup moins cher de se lancer sur Internet que de lancer
un journal papier par exemple, et un combat qui se prolonge par le lancement, l'animation de médias alternatifs, souvent extrêmement peu crédibles, mais qui touchent néanmoins une audience importante, et notamment en raison de la défiance que suscitent les médias traditionnels et qu'alimente cette critique des médias venus d'extrême droite. Je vais passer la parole à David Perrotin, donc journaliste à BuzzFeed depuis 2015, après avoir travaillé notamment pour Rue 89, Métro News ou Libération. Et il va nous parler donc de la critique des médias par les représentants des forces politiques, un autre type critique. Bonjour. Je vais pas me lancer dans l'aspect historique de la critique des médias par les politiques parce que je pense que je suis le plus jeune de la table et que j'ai pas forcément, mes confrères ou mes consoeurs auraient plus de légitimité. Mais moi, ce qui m'intéressait pour répondre à cette question, c'est que je me posais une question en fait récemment avec mes collègues, on se posait la question de savoir quand est-ce que c'est devenu un peu dangereux de couvrir des manifestations, alors qu'elles soient sur des thématiques de société comme la Manif pour tous par exemple, ou même des manifestations comme le rassemblement organisé par François Fillon au Trocadéro. Et on se posait la question parce que on pense que ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, ce qui est intéressant quand on pose cette question, c'est que, il y a toujours eu une critique évidemment des médias, des journalistes dans le temps, et c'est une critique qui, selon moi, est saine et nécessaire. Mais on a l'impression que la critique était plutôt sociale avant. Et comme tu disais, Dominique, il y avait une théorie pensée surtout par la gauche, une critique qui était reprise notamment par des personnes comme Jean-Luc Mélenchon, qui reposaient leur théorie sur les écrits de Bourdieu, par exemple. Et on a l'impression que là, et je pense que c'est ce que tu as démontré avec tous les sorts de l'extrême droite et des médias de remplacement, etc., c'est qu'il y a une espèce il y a une brouille, il y a l'extrême droite et aussi aujourd'hui la droite qui reprend ces critiques qui étaient plutôt cantonnées à la gauche avant et qui s'inscrivaient, je pense, les critiques reposaient sur une lutte politique. Et reposer notamment sur la lutte des classes avec l'idée, par exemple, que des journaux et des médias pouvaient être tenus par les capitalistes, on dénonçait la concentration, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit davantage sur dans une lutte idéologique, une bataille d'opinion, et quand on analyse un petit peu la critique des politiques d'aujourd'hui, et c'est intéressant parce que la campagne électorale actuelle le montre clairement, c'est-à-dire que vous n'avez pas un candidat qui n'a pas à un moment donné critiqué les médias, pardon. Et quand vous décortiquez ça, si par exemple on prend, je pense qu'il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est l'affaire François Fillon. Quand vous reprenez un petit peu sa ligne de défense, vous voyez que vous avez des révélations du canard enchaîné qui mettent en cause, avec des témoignages appuyés, le fait que sa femme aurait pu avoir un emploi fictif. Et vous avez une période, on va dire, de 2-3 jours où aucun de ses membres de son équipe de campagne ne répond aux accusations sur le fond. C'est-à-dire que vous avez François Fillon, à aucun moment pendant 2 jours, a dit c'est faux, et a justifié sur le fond surtout les critiques en disant voilà, ma femme a travaillé, voici les documents, etc. Et après, la stratégie, ça a été tout de suite d'accuser un système, d'accuser les médias, un lynchage. Donc vous avez par exemple la conférence de presse où il a parlé d'assassinat politique, où il a parlé de lynchage médiatique, en décrétant que 90% des journalistes étaient contre lui. Et encore une fois, il n'a pas répondu sur le fond, c'est-à-dire qu'il n'a pas prouvé par exemple que sa femme avait effectivement travaillé, et lorsqu'il a parlé d'un témoignage quand même qui avait été livré par un envoyé spécial et qui était accablant sur un témoignage de l'époque de Pénélope Fillon qui disait qu'elle aimerait reprendre un travail et que justement elle ne travaillait pas actuellement, au lieu encore une fois de répondre sur le fond, François Fillon attaque les journalistes d'envoyé spécial et s'appuie sur un échange supposé avec l'auteur de cette interview qui lui aurait dit avoir été choqué par l'utilisation de ces images qui auraient été montées. Et quand on s'aperçoit qu'en réalité
la journaliste en question n'a absolument pas envoyé ce message à propos de ce montage, de cette vidéo. François Fillon esquive encore une fois les faits pour dénoncer, attaquer d'autres révélations, d'autres journalistes, d'autres médias, etc. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une bataille d'opinion et on relègue les faits au second plan, voire à un plan bien plus lointain. C'est-à-dire que quand vous analysez le discours de la défense de François Fillon, vous avez une esquive permanente des faits. Et une esquive permanente des faits, cette stratégie-là, et cette stratégie de défense pour tous les politiques qui sont pris dans des affaires, pour esquiver ces faits, on attaque les médias, on attaque les journalistes. Et donc, par exemple, quand vous voyez que il ne répond pas sur le fond des accusations, il accuse un lynchage médiatique, après, il y a un chemin continu logique, c'est-à-dire qu'au début, vous avez une libération de la parole anti-média pour esquiver les faits, puis après, vous arrivez au Trocadéro, où là, vous avez des journalistes pris à partie, après qu'il a fait huer d'ailleurs des journalistes lors de meetings. Vous avez un militant pro-Fillon qui dit qu'il est venu ici uniquement, pas pour écouter le discours, pas pour soutenir un candidat, le défendre. Non, il est venu uniquement pour démonter la gueule, je cite, de journalistes avec une cinquantaine de militants. Et vous avez, juste après, puisque j'y étais et que je l'ai filmé, le service d'ordre qui attrape un journaliste de France 2 qui voulait juste seulement filmer une altercation entre l'équipe de François Fillon et un militant. Vous avez le journaliste qui veut filmer parce qu'il fait son boulot pour restituer les faits. Et vous avez le service d'ordre qui l'empêche de filmer parce qu'il pose question de la liberté de la presse, etc., alors que c'est un lieu public. Et voilà, vous avez un discours qui balaye les faits en permanence, qui s'inscrit dans une stratégie de défense et qui se concrétise in fine par la violence des militants qui vous répètent continuellement que leur candidat est victime d'un acharnement, d'un lynchage, etc. Sauf que ce message-là, il est presque, j'ai envie de dire, commun à tous les candidats, ou en tout cas à tous les militants. Je ne mets pas dans le même sac Benoît Hamon et Emmanuel Macron, même si il y a des sorties qui sont tout à fait discutables contre les journalistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la critique des médias par les politiques, elle s'inscrit dans une stratégie à la fois de défense, c'est-à-dire que quand on est pris dans des affaires, au lieu de répondre sur le fond, au lieu de dire voilà, on peut remettre en cause le fait qu'il y ait des fuites dans la presse, mais je veux dire, les fuites, ces mêmes candidats sont bien contents de surfer dessus lorsqu'il s'agit des affaires Benzema ou des affaires sur François Hollande ou Cahuzac. Donc c'est-à-dire que vous avez un discours à géométrie variable. Donc ça, on peut le questionner, sauf que vous avez une critique qui s'inscrit dans une stratégie de défense, et après une critique qui s'inscrit dans une stratégie électorale. Quand on regarde un petit peu le discours de tous les candidats, la mode actuelle, c'est de s'inscrire c'est de décréter qu'on est anti-système. Donc ça va de Jean-Luc Mélenchon, qui, pour le coup, a un discours plutôt cohérent au fur et à mesure des campagnes et des années, puisque il s'est inscrit dans cette... il se revendique antisémite depuis quand même assez longtemps. Mais quand vous voyez un Manuel Valls qui reproche à des journalistes de participer au système, de le construire, de le façonner, etc., sous-entendu qu'il n'appartient pas au système, bon, on peut... en tout cas, pour ma part, je trouve ça assez risible. Et pareil, quand vous avez François Fillon qui se dit être le rebelle du système, encore une fois, on balaye des faits parce que, je veux dire, on peut le décréter, on peut le dire face à ses militants et penser que on va pouvoir les hypnotiser avec ce discours-là. Mais François Fillon, anti-système, je veux dire, les faits montrent l'inverse. Emmanuel Macron, anti-système, les faits montrent l'inverse. Et même chose pour les autres candidats et les anciens candidats comme Manuel Valls. Sauf que ça s'inscrit dans une stratégie électorale où je pense qu'ils veulent évacuer le tiers entre le peuple et le politique, et le tiers, en l'occurrence, c'est le journaliste. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu être journaliste, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai découvert la presse à travers des médias
soit militants, en tout cas qui ont un regard très critique, notamment Acrimed, Arrêt sur Image, Mediapart, quand il y avait l'essor de ces pure players, de ces médias. Voilà, j'avais un regard très critique contre le système, et ce qui est drôle, c'est que je pouvais avoir ces préjugés-là de penser qu'il y a une concentration, de penser que les journalistes ne sont pas libres, qu'on nous dicte les sujets qu'on doit faire, qu'on doit écrire, etc. Sauf que bon, quand on est à l'intérieur et qu'on voit comment ça se passe, on est loin de ce système supposé médiatique et qui dépendrait peut-être des politiques. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a cette défiance du peuple envers les médias qui est créée, ou en tout cas alimentée par les politiques, et on cherche à évacuer ce relais. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est pour avoir des voix, pour être élu, il faut se rapprocher du peuple et faire croire qu'on est une victime du système médiatique, de la même façon que le peuple serait victime du système médiatique. Donc, et c'est intéressant de voir que cette stratégie-là électorale, ils en abusent à peu près tous, mais quand vous regardez, par exemple, je ne sais pas si on prend l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan, qui est connu pour ses coups d'éclat, quand il passe la frontière avec des armes, ou quand il tourne pour mettre des amendes sur des voitures à Paris. Enfin, je veux dire, il est habitué, il a compris les codes médiatiques, il sait exactement comment susciter le buzz, comment être pris. Et quand là, il dénonce peut-être à juste titre, je veux dire, c'est une question qui est tout à fait légitime de se demander pourquoi TF1 invite 5 candidats plutôt que 11. La question, elle est légitime. Mais pour la dénoncer, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à TF1, il se rend à TF1 pour livrer son discours, dénoncer les pratiques de TF1. Évidemment, ce qu'on en a retenu, c'est le moment où il claque la porte de la chaîne. Il poste la vidéo immédiatement sur sa page Facebook. On voit le succès qu'elle a. Je crois qu'elle était à 12 millions de vues. À mon avis, ça a explosé depuis. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire que le lendemain, il se rend sur CNews, sur BFM TV, pour commenter cette image. Et le clou du spectacle, il se rend chez Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste. Même chose, pour commenter les images et son coût médiatique. Mais là encore, on voit qu'en réalité, il y a une espèce de logique bipolaire où tous les politiques veulent entretenir un rapport de force, mais savent qu'ils ont besoin des médias et en réalité veulent utiliser les médias à des fins électorales, et en tout cas pour alimenter leur stratégie. Et ce rapport de force en réalité, quand vous décortiquez toutes ces critiques contre les journalistes, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élément fondamental dans cette stratégie, c'est d'entretenir ce rapport de force et surtout d'être perçu comme une victime du système médiatique. Je pense, mais on peut en discuter, se rapprocher du peuple et pouvoir leur dire, voilà, je suis victime aussi. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ça, je pense que ça reprend clairement les codes de l'extrême droite et notamment du discours de Jean-Marie Le Pen pendant des années. Sauf qu'aujourd'hui, c'est partagé dans toute la classe politique. Après, je pense aussi que ce qui est de plus en plus flagrant, c'est qu'il y a un effet Trump. On a quand même, moi en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a une certaine admiration, pas forcément pour l'homme et ses idées politiques, quoique c'est discutable pour certains candidats, mais pour ce que le message qu'il a donné et ce qu'il a créé, c'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui la presse c'est clairement une force d'opposition. Trump a installé l'idée que la presse était c'était le troisième candidat aux élections. Et quand on regarde, quand on analyse un petit peu le discours, notamment de François Fillon, et même l'idée a pu s'installer par rapport à la candidature de Benoît Hamon, c'est-à-dire que vous aviez la primaire de gauche ou la primaire de droite, et il y avait l'idée que les médias n'ont pas couvert
ne sont pas assez intéressés à la campagne de François Fillon, qu'il était dans les petites villes de France et qu'il rameutait beaucoup de monde et qu'on l'a découvert très tardivement. Et il y a le sentiment de revanche, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que personne ne le voulait, personne ne l'attendait, qu'il a surpris tout le monde, ce qui, dans les faits, après on peut poser des questions aussi sur le traitement journalistique, mais il y a cette admiration de l'effet Trump, en fait, où l'idée c'est de créer un conflit et un clivage entre les journalistes et les politiques, de plus les percevoir comme des relais juste, mais de les voir comme une force d'opposition et de surfer sur ça, encore une fois, dans l'espoir de dresser le peuple contre les journalistes. Et après, pour peut-être conclure, je dirais qu'il y a aussi, on peut dénoncer la critique des politiques, des médias par les politiques, mais il y a aussi, je pense, et particulièrement en France, une confusion permanente qui est installée entre l'opinion et les faits. Donc cette confusion, les politiques surfent aussi dessus, mais je pense que quand vous regardez, par exemple, si je vais stigmatiser BFM TV, mais ça pourrait être le cas pour d'autres supports. BFM TV, par exemple, je pense, pour des raisons financières notamment, et peut-être par rapport à la ligne édito de la chaîne, vous avez énormément de temps d'opinion, c'est-à-dire que vous avez des éditorialistes qui prennent la parole, qui commentent, qui posent des questions aux politiques, etc. Et je pense qu'il y a l'opinion prend une telle ampleur que, en réalité, on est encore dans ce circuit fermé de bataille de l'opinion. Vous avez des politiques qui vont critiquer les journalistes, mais en réalité, quand ils critiquent les journalistes, ils critiquent l'opinion de Rutel Krief sur BFM TV, de François-Olivier Gisbert dans Le Point, etc. Sauf que on fait plus la distinction entre les faits et le journalisme, on va dire factuel, même si c'était un peu cette question, mais et l'édito, l'opinion, qui est incessante, qu'on trouve en permanence sur toutes les chaînes, toutes les émissions. Et le problème, c'est que pour dénoncer les médias et pour dénoncer les journalistes, on se réfère uniquement à telle chronique de telle personne, telle tribune. Sauf qu'en réalité, si on arrive à faire la distinction, vous avez des journalistes sur BFM TV s'appuient uniquement sur des faits, de la même façon que Mediapart, quand il sort des affaires, ce sont des faits. Sauf qu'il y a un glissement. Il y a un glissement qui est opéré lorsqu'on veut se défendre par rapport à des affaires. Donc on va esquiver les faits pour rester dans l'idéologie et l'opinion. Et il y a un glissement qui est fait parce que lorsqu'on veut, par exemple, taper sur BFM TV parce qu'ils ont maltraité la victoire de Benoît Hamon à la primaire, on va dénoncer les journalistes, les médias. Or, l'honnêteté intellectuelle consisterait à dénoncer les éditorialistes de telle chaîne. Et par exemple, c'est quelque chose d'intéressant pour BFM TV parce que moi, je peux avoir un regard très critique sur cette chaîne. Mais j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier est tout récent, c'est vous aviez Damien Abad, porte-parole de François Fillon sur la chaîne, qui, pour défendre François Fillon et toutes ses affaires, a souhaité accuser Emmanuel Macron et donc a dit comme ça sur la chaîne qu'il était mis en examen. Pas de chance pour lui, la journaliste police-justice de la chaîne était présente sur le plateau et le corrige immédiatement en lui disant non, il n'est pas mis en examen, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Elle ne le vise pas nommément, c'était par rapport à ses activités lorsqu'il était ministre de l'économie et son cabinet. Et qu'est-ce que Damien Abad répond oui, si vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron, je ne savais pas que vous étiez l'avocat d'Emmanuel Macron ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez un exemple parfait. On lui restitue les faits, on se cantonne juste à des précisions juridiques factuelles et il esquive ces faits-là pour être dans une espèce de bataille électorale, d'opinion, c'est-à-dire de dire vous avez dit ça, vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron, sauf qu'en face de lui, il n'avait pas le porte-parole d'Emmanuel Macron ou quelqu'un de son équipe, non, il avait une journaliste police-justice qui juste souhaitait restituer les faits. Et pour conclure, je pense que ça montre un petit peu la dangerosité de cet exercice des politiques, de mettre en cause systématiquement les médias, les journalistes, avec cette généralité. C'est que ça peut être dangereux. Quand vous regardez par exemple l'affaire
Adama Traoré, voilà, vous avez très rapidement un article du Parisien qui dit que qu'un individu est décédé devant le commissariat la veille. On n'a pas de précision sur le contexte, mais vous avez uniquement la version policière, c'est-à-dire en l'occurrence du procureur, qui dit qui laisse penser qu'il n'y a pas de bavure policière, qu'il n'y a pas eu de violence policière. Et très rapidement, vous avez BFM TV et iTélé aussi, qui livrent une version différente, c'est-à-dire qu'ils interrogent la famille, la sœur d'Adama Traoré, un frère d'Adama Traoré, et c'est là qu'on a les premiers témoignages où on apprend qu'il a fait un malaise, que eux dénoncent une bavure policière, même si le terme bavure est aussi discutable. Sauf que le lendemain, vous avez une conférence de presse organisée par les jeunes de Beaumont-sur-Oise pour revenir sur Adama Traoré, et BFM TV, les journalistes de BFM TV sont sortis de la salle, et vous avez des insultes, des cris, on ne veut pas avoir BFM TV, vous mentez, etc. Et quand vous regardez ce qui s'est passé, vous forcez de constater que si on a eu une version différente dans la presse rapidement, si des journalistes ont pu enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'était vraiment passé, là, c'était grâce à BFM TV et iTélé. Et sauf que le message est tellement bien ancré aujourd'hui sur l'idée que les médias nous mentent, que les journalistes mentent, et surtout BFM TV, parce qu'on prend toujours pour exemple, et ça c'est pose question du flux continu d'informations et de qu'est-ce qu'on fait de ces chaînes d'infos en continu. Là, vous avez les faits qui sont complètement relégués au second plan, et des gens qui ont découvert que la version policière et judiciaire n'était pas forcément la version exacte, n'ont pas pu faire le lien entre la source du média qui leur a appris cette version et les journalistes qu'ils ont souhaité virer de cette conférence de presse. Et tout ça pour dire que je pense qu'il y a un jeu dangereux qui est joué par les politiques à des fins soit pour se sortir des affaires, soit électorales, mais que ça a clairement des conséquences aujourd'hui sur notre travail. Et je pense que il y a un effort, il y a une question de la part des médias à se poser, c'est-à-dire est-ce qu'on doit donner autant d'importance aux opinions et aux éditorialistes, ou est-ce qu'on doit privilégier les faits? Et je pense que il y a plein de médias évidemment qui se cantonnent à ça, mais c'est une question qui est à poser, et c'est le rôle et le jeu des politiques sur cette question, et notamment en campagne électorale où ça prend encore plus d'importance et c'est encore plus flagrant. Nous passons la parole tout de suite à Aurore Kroll, qui est journaliste adhérente d'Acrimed et qui va nous parler d'une certaine presse conservatrice qui a récemment pris la une et publié des dossiers sur le thème de la critique des médias. Il s'agit de Causeur, le journal, et Valeurs Actuelles. Ce sera aussi l'occasion de nous distancier de cet angle d'approche et de rappeler comment Acrimed conçoit sa propre critique des médias. Aurore, la parole est à toi. Oui, tout à fait. C'était l'idée de revenir un peu sur la jeunesse de cette table ronde. C'est-à-dire qu'en voyant des personnalités politiques de différents partis, et notamment de l'extrême droite, des sites conspirationnistes ou confusionnistes, de la presse réactionnaire, etc., s'emparer de la critique contre les grands médias, et ça de manière assez récurrente depuis quelques mois, on s'est demandé, un petit peu consterné à Acrimed, s'il y avait la matière à faire cause commune pour une association comme la nôtre qui, depuis maintenant 20 ans, critique de manière radicale et intransigeante non seulement les contenus médiatiques, mais également leur concentration et leur modèle économique. Notre critique est-elle similaire à celle, par exemple, d'hommes politiques multipliant les déclarations anti-médias, souvent de manière très opportuniste? Notre volonté de transformation structurelle du paysage médiatique peut-elle se confondre avec celle de journaux à la ligne éditoriale très décomplexée? Rien n'est moins sûr, fort heureusement. Donc c'est un peu pour faire barrage à ce hold-up de la critique, et par la même occasion réfléchir et redéfinir l'ADN de notre propre critique à Acrimed. Qu'on va faire un rapide état des lieux du contenu de 2 dossiers qui sont parus récemment. Donc c'était
en novembre 2016 dans Causeur, et puis le 1er décembre dans Valeurs Actuelles. Donc déjà là, pour Causeur, je vous laisse retrouver la subtilité de la référence dans le titre, France Inter au français. Et son petit frère, sa petite sœur Valeurs Actuelles, voilà, pareil, avec la subtilité de l'iconographie. Et puis là, c'est la même chose, à part qu'en étant non seulement à France Inter, mais à tous les médias. Du coup, je vais revenir un peu sur le premier dossier, c'est-à-dire celui de Causeur. Qu'est-ce qu'on trouve dans Causeur? Qu'est-ce qu'Elisabeth Lévy a à l'encontre de France Inter? Donc je vais déjà la citer. Elle déclare « Les journalistes, les animateurs et les humoristes de France Inter ont bien sûr le droit d'avoir des opinions politiques. Qu'ils partagent trop souvent les mêmes est déjà un problème. Qu'ils traquent avec rage et constance les opinions déviantes et un déni de service public. » Elle poursuit « Si vous avez le malheur d'être un peu trop réac, trop pessimiste, trop catholique ou trop souverainiste, et plus grave encore, si vous avez le mauvais goût de voter FN ou de soutenir la manif pour tous, vous prenez cher. » Il y a d'autres personnalités invitées dans le dossier, donc comme le très droitier avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel, qui explique sur France Inter, je le cite, le pluralisme va de la gauche à l'extrême gauche. Voilà. Et après, il ajoute 90% des journalistes de Radio France véhiculent sans même y penser une idéologie gauchisante sommaire. Donc il y a une explication à tout ça, hein, il nous la livre après. C'est-à-dire qu'il y a très peu de militants encartés, mais attention, l'information se fabrique sous le contrôle sourcilleux des syndicats, qui ne se bornent pas à être extrêmement vigilants pour leur intérêt corporatiste, mais interviennent dans le contenu de l'information. Voilà. Et pour l'universitaire Ingrid Riocreux, qui est également présente dans ce dossier et qui est contributrice régulière du site internet de Causeur, pour elle, une journée à l'écoute de France Inter, c'est, donc encore entre guillemets, un voyage au paradis de la gauche angélique. Donc Elisabeth Lévy va compléter ce taclage dans les formes, notamment du syndicalisme, en rappelant que dans les années 2000, Daniel Mermet régnait en maître sur les esprits et les après-midi. Et aujourd'hui, on ne l'entend plus, vu qu'il a été viré, ça c'est moi qui le rajoute. Mais nombre de journalistes qu'il a formés, formatés ou fascinés perpétuent son héritage en s'appliquant à produire une information aussi manichéenne et prévisible que lui. Voilà. Alors, du côté de Valeurs Actuelles, l'analyse est au diapason. Alors, je les cite. Le problème n'est pas que les journalistes aient des opinions, mais que, ayant transformé ces opinions en vérité, ils ne parviennent plus à imaginer qu'il en existe d'autres. Le jour où le réel leur en suggère, ce qui arrive de plus en plus souvent, ils choisissent alors de les ignorer. Donc du coup, pour résumer, ce qui est pointé ici, c'est le manque de pluralisme, l'homogénéité des opinions et le tout sur le service public. Évidemment, ce sont des critiques qui sont assez questionnantes pour Acrimed parce que, à quelques nuances près quand même, ces mots-là, on aurait pu les utiliser dans notre propre critique. Fort heureusement, un point de similitude ne fait pas cause commune. Et les méthodes utilisées dans les deux dossiers pour étayer les propos sont pour le moins approximatives. Donc on va se concentrer d'abord sur Causeur. En quoi est-ce que dans Causeur c'est approximatif? Déjà, dans le dossier de cadrage, le dossier fait 20 pages et dans les 4 pages de cadrage d'Elisabeth Lévy, elle s'en prend exclusivement à ce qui correspond à 10 minutes d'antenne sur France Inter, c'est-à-dire une revue de presse d'Hélène Jouan, celle qui est datée du 7 octobre 2016, et uniquement celle-là. Pourquoi Elisabeth Lévy fait le choix de s'intéresser à cette revue de presse à cette date-là? C'est qu'elle explique que pour la première fois, dans la revue de presse, il est fait mention de Causeur, et en des termes qui ne lui plaisent pas du tout. Donc en effet, Hélène Jouan avait consacré ce jour-là une partie de sa revue de presse aux journaux qui sont de la droite décomplexée.
Et ce qui a provoqué le courroux d'Elisabeth Lévy, c'est notamment un moment où Hélène Jouan, quand elle parle des unes de Valeurs Actuelles, du Figaro Magazine et de Causeur, évoque une soirée qui est organisée pour les 50 ans de Valeurs Actuelles. Et là, elle fait référence à un article du Monde qui, donc je cite, dit que cette presse-là, ceux qui l'animent et les idées qu'ils défendent, ont décidément le vent en poupe. Et ensuite, Hélène Jouan rappelle que les invités de la soirée, donc de cette fameuse petite fête pour les 50 ans de Valeurs Actuelles, n'avaient pas eu l'air de s'émouvoir particulièrement pour le fait que Valeurs Actuelles venait d'être condamnée pour provocation à la discrimination. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est dit dans cette revue de presse. C'est suffisant pour qu'Elisabeth Lévy affirme que ces 2 minutes constituent, je cite, un petit bijou de propagande. Donc elle déclare à France Inter: on adore la différence, l'altérité, l'échange, le métissage, mais pas avec n'importe qui et pas avec moi. De la diversité en veux-tu en voilà, à condition qu'on ait les mêmes idées ou plutôt les mêmes références plus ou moins mythologiques. Bon, il faut quand même préciser que cette revue de presse avait été un peu particulière ce jour-là, parce qu'au moment du lancement d'Hélène Jouan, Patrick Cohen avait quand même précisé qu'elle avait choisi ce jour-là de chausser les lunettes de l'invité en question, qui était Raphaël Glucksmann, et que ce dernier souhaitait désinhiber les progressistes face à une droite de plus en plus décomplexée. Donc l'orientation qu'avait pris la revue de presse ce jour-là était liée à l'invité, et elle n'était pas du tout représentative de toutes les revues de presse qu'on peut avoir le matin sur France Inter, et que d'ailleurs Elisabeth Lévy ne mentionne absolument pas dans les 4 pages de son article. Ensuite, il y a 3 allusions assez floues qui sont évoquées concernant France Inter toujours dans cet article d'Elisabeth Lévy, puis qui sont un peu... Alors déjà, en 2012, elle explique que Pascal Clark aurait refusé de se lever pour serrer la main de Nicolas Sarkozy. Ensuite, deuxième évocation, ça serait que le 9 mai dernier, France Inter, quand France Inter a diffusé les témoignages de femmes accusant Denis Baupin de harcèlement sexuel, ni lui ni ses avocats n'avaient pu avoir la possibilité de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment du journalisme d'inquisition, selon Elisabeth Lévy. Et en septembre dernier, elle évoque aussi que Patrick Cohen a reçu la romancière Léonora Miano. Et, je cite, « Celle-ci s'est exprimée à plusieurs reprises au nom des colonisés sans que le premier matinalier de France pense à demander à cette citoyenne française par qui elle était colonisée. » Du coup, pour nuancer, on peut quand même rappeler que le 18 octobre dernier, Nicolas Sarkozy, invité par Patrick Cohen, avait déclaré, et ça c'est Elisabeth Lévy qui reconnaît elle-même, qu'il avait été très satisfait de ses échanges avec Patrick Cohen. Donc bon, on peut considérer qu'il n'est pas spécialement un paria dans les studios de France Inter. Ensuite, concernant Denis Baupin, en fait, Mediapart comme France Inter lui avait demandé à ce qu'il s'exprime, mais il avait refusé de le faire. Et puis, concernant la citoyenne française Léonora Miano, en fait, elle est née au Cameroun, elle y a vécu jusqu'à ses 18 ans, et elle a la double nationalité. Et en plus, elle n'a jamais dit qu'elle parlait au nom des colonisés. Donc voilà, il y a quelques libertés que Elisabeth Lévy prend avec la réalité, et c'est pas trop déontologique quand même. Voilà. Du coup, on a espéré à Grimed en avoir un peu plus sous la dent en lisant la suite des pages de Causeur, quand Ingrid Riocreux, qui est invitée à faire le rapport d'une journée entière d'écoute des programmes de France Inter, est justement en train de faire son rapport. Et donc Ingrid Riocreux qui annonce qu'elle voyage au paradis de la gauche angélique en faisant cette journée d'écoute. Du coup, on constate qu'en fait, Ingrid Riocreux, elle choisit assez partiellement les exemples qu'elle prend, quoi. Elle a une sélectivité assez orientée dans ce qu'elle explique. Donc je ne vais pas vous refaire l'ensemble de son programme. Je vais juste prendre 2-3 exemples de ce qu'elle raconte pour vous montrer comment cette journée, le programme de la journée est relativement troué, et puis avec quelques libertés aussi avec la réalité. Donc par exemple, elle pointe une chronique de Thomas Legrand qui valorise les initiatives locales d'accueil pour les réfugiés, mais dans son article, elle oublie d'évoquer la chronique de Dominique Seux
qui n'est pas spécialement un dangereux gauchiste. Et dans cette chronique, celui-ci rappelait que les candidats à la primaire de la droite avaient raison de dire que les réformes homéopathiques, cela suffit, et que le niveau inouï du chômage, comme le fait que la France enregistre pour la 3e année consécutive une croissance inférieure à celle de la zone euro, tout cela appelle à agir fort. Et il rajoute ensuite qu'il faudrait la retraite à 64 ou 65 ans, 300 000 fonctionnaires en moins au minimum, et le temps de travail à 37 ou 39 heures, plus les impôts à la baisse. Donc voilà, une chronique qui n'est pas spécialement gauchiste, mais qui est complètement passée à la trappe dans l'article sur la journée d'écoute. Après, elle évoque un reportage en Chine où on apprend qu'en gros, pour être in et tendance partout dans le monde, il faut voter Hillary Clinton. En fait, on se rend compte à l'écoute du reportage en question qui est censé être pro Hillary Clinton selon elle, mais que la majorité du temps de parole donné dans ce reportage, il est plutôt aux arguments des pro-Trump. Donc voilà, pareil, un angle assez orienté dans ce qu'elle retranscrit. Et tout le reste est à l'avenant, donc je ne vais pas vous refaire tout le reste, mais tout est à l'avenant. Du coup, on voit que sous couvert de défense du pluralisme, au final, et sous couvert de critique des médias, ce que dénonce Causeur, c'est toutes les manières de penser qui ne sont pas les mêmes que celles de Causeur. Voilà. Du coup, ça, c'est intéressant pour nous parce qu'à Acrimed, c'est une manière de nous distancier aussi avec notre propre observation des médias, parce qu'effectivement, on ne prétend pas dans l'association à être exemplaire, et sans doute qu'à des moments on arrive nous aussi à quelques écueils, mais en tout cas on essaye de les éviter. On essaie de les éviter comment ? Justement en évitant de à tout prix trouver ce qu'on cherche, quoi. Parce que c'est un peu facile, si on veut trouver ce qu'on cherche, forcément on va y arriver. Mais justement en replaçant par exemple une revue de presse sur la longueur, et en allant analyser sur un mois ou 2 mois ce qui est dit, pour voir si effectivement il y a une certaine constance dans ce qu'on peut observer, ou alors en prenant des citations exactes, en calculant le temps de parole, enfin, vraiment des outils qui sont proches de la rigueur scientifique. En fait, on essaye vraiment de tendre vers ça, et du coup sur le contenu c'était assez important déjà pour nous de nous distancier. Mais voilà, donc par exemple à Acrimed, on avait analysé toujours sur France Inter les invitations de l'intervieweuse Léa Salamé sur une période d'1 an. Donc c'était d'août 2014 à juillet 2015, donc c'était presque 1 an. Et on était arrivé au résultat selon lequel la journaliste avait invité 16 fois plus de patrons que de syndicalistes ou représentants de salariés. Donc du coup, ça remet en perspective avec la critique gauchisante que Causeur fait de France Inter. Et puis aussi, on a analysé à de nombreuses reprises sur notre site internet aussi bien les interviews de Patrick Cohen que les éditoriaux d'Arnaud Le Parmentier. Et ça, pas une seule fois non plus, ces 2 figures plutôt phares, malgré tout, ne sont citées dans le dossier de Causeur. Du coup, maintenant, je vais passer vite fait à Valeurs Actuelles, parce que en fait, c'est quand même relativement le copier-coller de ce qu'on trouve dans Causeur. Et concernant donc, le dossier de Valeurs Actuelles, je vais d'abord faire une petite digression pour rappeler que dans l'éditorial donc on est le 1er décembre 2016, et dans l'édito de Valeurs Actuelles, le directeur de la rédaction, Yves de Kerdrel, est formel. Il annonce que François Hollande, maintenant on en est sûr, va annoncer dans les heures qui viennent qu'il se représente pour la présidentielle. Et donc tout l'édito raconte ça. Voilà, c'est un fin visionnaire. Voilà, donc passons et revenons à notre dossier, dans lequel on peut lire cette fois-ci: les journalistes, dans leur grande majorité, ne sont pas réacs, ils ne croient pas au déclin de la France, ils ne sont ni catholiques ni souverainistes. Dans la presse, à la télé, à la radio, on aime le vivre ensemble, le bio et l'Europe sans frontières. Donc on voit ici aussi, exactement comme dans Causeur, que la critique est motivée par le seul angle idéologique.
Ces deux titres accusant de politiquement correct tous les arguments qui sont contraires à leur manière à eux de penser. Dans ce second dossier, donc, est évoqué aussi le travail qu'a fait Elisabeth Lévy le mois précédent, et également convoqué Gilles William Goldnadel, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Et il y a aussi, pour conclure, une tribune d'Ingrid Riocreux. Donc voilà, le pluralisme, on retrouve les mêmes d'un dossier à l'autre. Du coup, Ingrid Riocreux, dans sa tribune, vient défendre le livre qu'elle vient d'écrire, qui s'appelle La langue des médias, et dans laquelle, en fait, elle répertorie un peu tous les mots, tout le langage un peu, le langage passe-partout un petit peu du journalisme, et elle expose ce qui recouvre, selon elle, la soumission idéologique des journalistes, qui sont, selon elle, sans frontiéristes, antiracistes, européistes, et qui défendent un certain féminisme, une certaine doctrine climatologique, etc. Dans sa tribune, un peu plus loin, elle explique que la droite est présente dans les médias, certes, mais comme on dirait au football, elle joue toujours à l'extérieur, en terrain parfois très hostile, et que le CSA est le gendarme de la pensée unique, ou encore que dans l'univers de l'enseignement, de la culture et de l'information, la prégnance des idées de gauche reste très forte et le terrorisme intellectuel ne désarme pas. C'est intéressant de voir, de mettre en perspective cette tribune avec une pétition qui a été portée par l'OGIM, que vous aviez évoqué tout à l'heure, en début février 2017. Donc dans cette pétition qui était intitulée « Rétablissons le pluralisme des opinions dans l'audiovisuel public », on retrouvait quasiment mot pour mot les mêmes choses que ce qu'elle dit dans sa tribune, c'est-à-dire, je cite l'un des points de cette pétition, « Nous n'acceptons plus que les informations d'Arte prennent la forme d'un militantisme qui promeut l'immigration sans frontières, le féminisme extrémiste et une écologie jusqu'au boutiste. » Voilà, donc c'est quasiment pareil du copier-coller. Et ça c'est assez intéressant parce que cette pétition, donc, qui est portée par une organisation d'extrême droite, est aussi soutenue par Valeurs Actuelles, et ça rappelle aussi l'angle uniquement idéologique, encore une fois, de leur critique des médias. Du coup, en conclusion, et puis c'était quand même aussi le but de toute cette analyse de ces deux dossiers, c'est important pour nous à Acrimed de nous différencier complètement de cette presse réactionnaire, qui est d'ailleurs elle-même impliquée et donc jugée partie, alors que nous on est complètement indépendants, on n'est pas au cœur des médias en train de critiquer les médias. On agit de l'extérieur et on n'a pas on a une absence d'intérêt dans le jeu concurrentiel des lignes idéologiques en fait. Et du coup, nous, on est avant tout une association de critique des médias et notre positionnement au sein de la gauche, de gauche, est lié à notre analyse du champ médiatique et non l'inverse. Et quand on observe les médias, on estime que c'est notamment, et c'est vraiment le grand absent, et c'est pas du tout innocent que ce soit le grand absent. Nous, quand on critique les médias, on critique le système économique actuel qui produit les dérives médiatiques que nous critiquons. Et bien sûr, on sait que tout ne peut pas se résumer aux seules questions économiques pour transformer ce modèle de gestion et pour transformer les médias, mais la transformation du modèle économique est nécessaire, et c'est vraiment un de nos points cruciaux. Je rappelle que changer la société, c'est pour nous à minima réguler le capitalisme et au mieux passer à autre chose. D'où notre conviction que la question des médias ne doit pas être un supplément d'âme ou quelques lignes dans un programme, mais une question politique à part entière.